Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Eh bien, ce soir, je reçois pour vous Monsieur Tati Sungani. Il est économiste. Comprenez que nous allons essayer de passer en revue la situation économique du pays avec mon invité de ce soir, Monsieur Tati Sungani. Bonsoir, bienvenue dans Tac Tac Magazine. Comment allez-vous? Très bien, Nicole, merci. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir. Ça fait très longtemps, hein? Oui, qu'est-ce que vous êtes devenu? J'ai travaillé dans le privé. Après que j'ai quitté la DGDA, j'ai travaillé dans une société de télécom privée pendant 7 ans. Et puis, voilà, donc je suis de nouveau sur le marché politique et financier. Voilà. Vous étiez un peu notre expert maison à l'époque, hein? Tout à fait. Bien que vous ne travaillez pas à Congo Web Télévision, mais à chaque fois qu'on avait des questions liées à l'économie, vous étiez toujours présent. Congo Web a toujours été ma maison. Ah oui, ça c'est vrai. Alors c'est une très bonne chose, hein, de vous revoir, de vous retrouver enfin. Alors, Monsieur Tati Sungani, l'économie du pays est en difficulté depuis plusieurs années. Les dirigeants qui se succèdent ne semblent pas avoir la recette pour sauver le pays. Selon vous, c'est quoi la raison? Merci pour l'invitation, merci pour la question. Le problème du Congo, de la République démocratique du Congo, est multiforme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en une seule émission ou en une phrase résumer tous les problèmes. Mais si vous voulez, je vais peut-être essayer de donner quelques raisons comme ça. Nous avons été habitués au Congo à mettre sur pied, pour ce qui est de l'économie d'abord, des politiques qui sont malheureusement conjoncturelles. On ne met pas en place des politiques économiques structurelles. Les politiques conjoncturelles, généralement, c'est deux choses. Soit c'est une politique monétaire, on agit sur la monnaie. Quand on veut relancer l'activité économique, on veut relancer la croissance, eh bien, on met sur le marché une certaine quantité d'argent. Et quand cette quantité devient excédentaire, comme c'est le cas maintenant, ça crée de l'inflation, on retire et on assiste à un mouvement inverse, une baisse de taux de change. Bon, maintenant, la recherche de la stabilité des prix, de la croissance, de l'emploi, du chômage, me paraît être un objectif, c'est vrai, noble, mais à court-termisme, pas réalisable. Mais de l'autre côté, on a aussi des politiques structurelles. Celles qu'ont menées tous les États qui sont devenus aujourd'hui forts, les puissances occidentales en général, les États-Unis, l'espace de l'Union européenne, le Japon, etc., ont mené des politiques structurelles. Les politiques structurelles visent à changer en profondeur, j'insiste sur le mot profondeur, la structure et de la politique et des institutions. Mais souvent, cela appelle à des lois, donc il faut un Parlement qui soit en mesure de légiférer, mais il faut aussi un gouvernement fait d'experts et des personnes ayant la volonté de changer les choses. Malheureusement, cela n'existe pas vraiment dans notre pays, du moins pas encore, parce que je note que depuis un certain temps, effectivement, il y a un changement politique et qui est arrivé, et c'est déjà bon signe. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a 4 ou 5 siècles, le ministre des Finances du roi Louis XIV, Colbert, lorsque le roi lui posait la question de savoir pourquoi l'économie ne marchait pas, il lui a répondu en disant « Sire, faites-moi une bonne politique et moi je vous fais des bonnes finances ». Cela veut dire quoi? On vous pose la même question, pourquoi l'économie ne marche pas? L'économie est intimement liée à la politique. Si la politique ne marche pas, l'économie ne peut pas marcher. Donc selon vous, la politique ne marche pas? La politique n'a pas marché pendant plusieurs années dans ce pays. Passation de pouvoir, tout ça, alternance. Disons que je pense qu'on commence à aller dans la bonne direction avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, qui a été la volonté quand même de pas mal de gens, parce que l'aspiration de la population congolaise et du monde en général était un changement, pas dans le sens nécessairement de chasser M. Kabila du pouvoir, mais l'alternance crée un vent nouveau, des personnes nouvelles, etc. Et donc cette alternance a permis de faire venir des nouvelles personnes, une nouvelle élite. C'est déjà un premier pas. Maintenant, il faut que le président aille aussi dans la bonne direction, c'est-à-dire il choisit les bonnes personnes, mais il faut qu'il y ait une cohérence dans l'action politique en général des institutions, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement, les institutions judiciaires. Il y a eu des changements au niveau des institutions judiciaires, donc des magistrats, et nous avons noté que la volonté de créer un état de droit est là. C'est déjà une bonne chose. C'est-à-dire que si la politique se donne les moyens politiques de faire bien les choses,
l'économie suivra. Mais certains observateurs, bon, la voix s'élève, certains observateurs qui disent que non, Félix Tshisekedi aurait hérité d'une mauvaise situation économique, donc une économie qui n'a pas de base. Disons que si l'on se réfère à la période de 4 ans plus ou moins, disons que je prendrai une période plus large, la décennie 2010. On a assisté à une certaine stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a la croissance économique, le produit intérieur brut, qui a été porté par les mines en général. Il y a un boom minier. Ce boom minier a créé de l'argent, beaucoup d'argent. Malheureusement, cet argent n'a pas été distribué correctement. Ou ce n'est pas assez parce qu'on n'a pas d'usine de transformation chez nous. Non, non, vous savez, quand on crée la richesse, on va nous minérer comme ça l'état brut. Quand on crée la richesse, il faut diffuser la richesse dans l'économie. C'est-à-dire, les mines rapportent par hypothèse 30, 40, 50 milliards de dollars et que ces 50 milliards vont être diffusés. De quelle manière? Lorsqu'on crée des routes, on crée des hôpitaux, on crée par exemple des bonnes universités, des bonnes écoles, on augmente les salaires, eh bien il y a ce qu'on appelle le partage de la richesse. Une fois que la richesse est partagée, elle va dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens de créer des politiques structurelles. Donc elle change de façon durable et fondamentale les structures, la mentalité de notre économie. Or ça n'a pas été le cas. Pourtant, il y avait de l'argent. Cet argent a simplement servi à stabiliser le cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique, c'est un ensemble d'agrégats, 4 agrégats en général. Vous avez le PIB. C'est vrai, le pays a connu une croissance entre 8 et 9% pendant 6-7 ans. C'était très bien. Le taux de change, deuxième agrégat, a été plus ou moins stable pendant la même période. Malheureusement, le chômage n'a pas été résorbé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, le gouvernement de l'époque ne s'est pas servi de cette manne financière pour lutter efficacement contre le chômage, c'est-à-dire en créant de l'emploi. Créer de l'emploi veut dire créer des entreprises, les mettre sur le marché. Ça n'a pas été fait. Donc, en arrivant, effectivement, Félix Tshisekedi a hérité d'une situation économique, je ne dirais pas désastreuse, mais pas florissante. Mais ceux qui ont fait 18 ans quand même, ils ont fait 18 ans sans aucun programme d'investissement agricole. Mais, tandis qu'un individu au nom de Moïse Katumbi quand même arrive à produire 42 000 tonnes de maïs. Ben justement, le rôle de l'État... Matata a échoué à Bukangalonzo. Ben, si vous dites qu'il a échoué, c'est un point de vue. Moi, je pense que de façon générale, ils n'ont pas été en mesure de mettre sur pied des politiques qui changent de façon durable la face des Congolais. Ça n'a pas été fait. Pendant aujourd'hui, ils sont devenus donneurs de leçons. Ben, c'est vous qui le dites. Allez-y. Donc, ils n'ont pas, pendant les 18 ans de leur pouvoir, ils n'ont pas mis en place des politiques économiques structurelles. Une politique économique, si vous allez aujourd'hui en Europe, il y a des plans qui sont étalés sur 25 ans. 25 ans, c'est-à-dire une génération. Et ceux qui partent laissent à ceux qui viennent des politiques que ceux-là continuent à suivre. On appelle ça la pérennisation de la politique. Ça n'a pas été fait. Dans notre pays, quand des gens arrivent, ils font table rase de ce qui s'est passé avant et on recommence. Mais si l'on recommence chaque fois de façon systématique, ben on n'avance pas. On n'avance pas. Parce qu'on ne peut pas dire que pendant les 18 ans, des mauvaises choses ont été faites. Certainement que des bonnes choses ont été faites. Certainement également que des mauvaises choses ont été faites. On n'a peut-être pas senti. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu cette politique volontariste. Parce que le mal est trop profond quand même. Le mal est profond parce qu'on ne s'est pas donné les personnes, on ne s'est pas donné les moyens, on ne s'est pas donné la volonté de bien faire. On n'avait que des intentions. L'intention de bien faire, des intentions louables et des promesses. Mais on n'a pas recruté les experts, les personnes. On ne leur a pas confié les responsabilités pour que les réformes structurelles qui devaient être menées au cours de cette période de 18 ans le soient de façon durable. Conséquence, aujourd'hui, eh bien, l'ancien régime s'en est allé, le nouveau régime est arrivé, mais n'a pas hérité d'une économie forte et florissante, n'a pas hérité d'un système judiciaire performant, n'a pas hérité d'une administration, parce que ce sont des problèmes qui font qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre à un développement, à l'émergence, tant qu'on ne se donne pas des moyens institutionnels, c'est-à-dire
une bonne justice, pays une émergent bonne d'ici administration. 2030, comme le disait Matata Ponyo. Non, non, jusqu'à... On n'est plus sûr de rien à cause de notre économie qui est vraiment... Non, à la manière dont les choses se font aujourd'hui, Madame Nicole, je ne pense pas qu'en 2030 on sera émergent. On va continuer à tourner en rond. Parce qu'il faut des mesures fortes. Le pays doit se doter des instruments économiques forts pour qu'il avance. Parce qu'aujourd'hui, regardez, je schématise aujourd'hui. Le taux de change est en train de bouger depuis, on va dire, 6, 7, 8 mois. Oui, on Donc, va parler de ça d'ailleurs, c'est ça il y a- l'actualité. Hein. Voilà. Mais quelles sont les mesures qui sont prises concrètement? Quand j'observe l'autorité monétaire, la Banque centrale, mais ne prend pas. Mais encore faut-il vraiment qu'elle ait les moyens de le faire. Mais la Banque centrale ne prend pas les moyens, les mesures, structurelles long-termistes qui peuvent lui permettre dans un avenir proche, de faire preuve de résilience chaque fois qu'il y aura des crises. Or, nous subissons des crises. Le coronavirus arrive, on subit. Le monde en général est en récession, nous subissons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris des mesures. Mais ça, c'est les corona, c'est l'économie du monde entier qui est frappée par cette crise Ben, sanitaire. c'est vrai, mais il y a Faut qu'on des se le dise, économies, hein. Oui. il y a des économies qui ont mis en place des politiques pour faire preuve de résilience. C'est-à-dire, ils Parce sont que gouverner attaqués. aussi, c'est prévoir. Hein, il faut... Absolument. Oui. C'est-à-dire, eux prévoient des crises. oui, Nous, on ne prévoit pas de Oh, crise. c'est C'est-à-dire ça, que le quand problème. une crise arrive, on subit. Et malheureusement, ce ne sont pas les politiques qui subissent. Ce sont les populations qui subissent durement parce que quand je prends sur les 3 derniers mois, par exemple, les fonctionnaires de l'État ont perdu à peu près un tiers de leur pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'ils se sont appauvris d'un tiers. Vous imaginez perdre 30% de son pouvoir d'achat quand aujourd'hui les loyers sont payés en dollars et qu'on vous paye le même montant. Une marche par rapport à ça. Hein. Oui, tout à Les fait. Congolais ont réclamé de payer des maisons en francs congolais. Tout à fait. Oui. Parce que la politique que la Banque centrale, que le gouvernement a menée, la politique conjoncturelle, c'est-à-dire une politique au jour le jour, au coup par coup, c'est-à-dire le taux de change connaît une surchauffe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on réduit un petit peu la circulation de la masse monétaire, mais on n'a pas, dans le même temps, pris des mesures en termes de politique budgétaire, parce que on ne peut pas, dans le cas présent, continuer à exécuter le budget de l'État comme si rien n'était. On est en crise, eh bien, l'État doit diminuer son train de vie. L'État doit réduire les dépenses budgétaires et les réaffecter. Mais réduire les trains de vie, c'était depuis l'époque de Matata Ponyo aussi. Hein. On a réduit quand même les trains de vie, mais ça n'a rien changé. Oui, mais Madame Nicole, il ne suffit pas de réduire le train de vie. Il faut que, lorsqu'on réduit les trains de vie et que l'on dégage une masse monétaire, les réaffecter à des dépenses qui sont économiquement viables, c'est-à-dire qui peuvent permettre à la population de sentir un mieux-être et qui peuvent permettre aussi à nos structures, nos institutions de mieux se comporter. Or, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'on réduit le train de vie et on s'arrête là. On ne doit pas s'arrêter là. C'est vrai, on réduit le train de vie, on dégage X milliards de francs congolais par rapport à la réduction de ce train de vie. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? On doit investir et financer des choses qui permettent à ce que le pays et l'économie et la société aillent mieux. Or, cela n'a pas été fait. Et il faut éviter l'écoulage des recettes. Comme le disait Matata Ponyo, il faut arrêter des gens, il faut bloquer tous les trous là qui vont sortir l'argent. Tout ça, c'est pourquoi même il y a eu des arrestations, des tournements, tout ça, tout cet argent-là. Dès que l'État récupère, ça va servir à quoi? Je crois que, madame, aujourd'hui... Est-ce qu'on va remettre à la caisse ou bien la corruption... Ça va aider à créer des entreprises, des industries? Mais justement, comme je le disais tout à l'heure, il est question de réaffectation. Mais pour revenir au sujet de la corruption, c'est un mal endémique. La corruption est un mal endémique dans ce pays. Alors, s'il faille maintenant combattre la corruption, le meilleur moyen de le faire, eh bien, c'est d'agir au niveau de la justice, c'est-à-dire faire en sorte que les magistrats soient indépendants et qu'ils fassent leur travail, qu'ils mettent effectivement en prison des personnes qui se sont rendues coupables de détournement, de vol de deniers publics. Encore faut-il C'est ça même la lutte du président de la République. Oui, oui, il faut le faire, mais il faut aussi, bien sûr, qu'il y ait une certaine équité dans la manière de faire. Donc, il ne faut pas simplement arrêter, mais il faut aussi que les preuves et les faits soient suffisamment établis pour mettre les gens en prison. Parce que la politique d'état de droit est une bonne chose, moi j'encourage. Mais il faut que dans son application, que l'on sente qu'effectivement la justice est distributive, qu'elle est vraiment au centre, au milieu du village, mais pas répressive. On ne doit pas avoir une justice répressive. Voilà, pas de règlement de compte. Il faut une justice qui fasse son travail en toute indépendance, mais qui ne soit pas en train de régler des comptes privés entre personnes qui ne se sont pas mis d'accord sur des agendas politiques. Donc, je veux dire que
S'il faut combattre la corruption au moins de la justice, c'est une bonne chose. Parce qu'une fois que les gens savent que quand vous avez détourné de l'argent, que votre place est en prison, on va assister effectivement à une baisse de détournement. Cela aura comme impact de donner à l'État des moyens supplémentaires. Mais encore une fois, la question de savoir, une fois que l'État a ses moyens, qu'est-ce qu'il va faire de cet argent-là? Il faut investir intelligemment, utilement, et là se pose le problème des compétences. Lorsque je regarde la physionomie du gouvernement, c'est vrai, c'est bien, c'est beau, mais je ne pense pas que ce gouvernement ait fait des personnes suffisamment compétentes pour faire bouger les choses. Et là encore, la responsabilité du chef de l'État est interpellée. Bien, nous allons revenir sur l'actualité, et l'actualité économique au pays. Comme vous venez de dire tantôt, là, c'est la baisse du taux d'échange. Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Pour vous, qu'est-ce qui peut être à la base de cette tendance baissière? D'abord, nous avons une économie qui est totalement extravertie. C'est-à-dire que nous sommes tournés vers l'extérieur, nous importons plus que nous exportons. Et puisque nous n'exportons pas suffisamment, cela est dû au fait que nous ne produisons pas assez. Nous produisons essentiellement dans le secteur primaire, c'est-à-dire dans les mines. L'agriculture a été abandonnée, l'industrie n'existe pas. Donc nous ne sommes pas en mesure d'exporter ce que nous produisons parce que nous ne produisons pas assez déjà pour nous-mêmes. Donc on ne produit rien du tout. On produit mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Et donc notre balance commerciale est déficitaire. Et puisque nous devons importer, ça veut dire que nous devons exporter des devises. Le peu déjà que nous avons localement, nous devons encore l'envoyer à l'extérieur pour que nous importions ce qui est nécessaire pour notre survie. Mais ça crée un déséquilibre général dans notre économie. Et le fonctionnement ne peut pas continuer comme ça parce que à un moment donné, lorsqu'une crise arrive, comme c'est le cas maintenant, nous ne savons plus faire face. Donc, puisque nous n'exportons pas, puisque nous ne produisons pas assez, nous n'avons pas assez de devises. Et lorsqu'il y a des chocs exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, comme c'est le cas du coronavirus, eh bien nous subissons. Alors, il se passe un comportement qu'en économie, vous savez, les économistes disent, enfin il y a un économiste, Milton Friedman, qui a le prix Nobel d'économie, qui est monétariste, qui a dit toute inflation est d'origine monétaire. Cela veut dire quoi? Que lorsqu'il y a une poussée inflationniste, c'est-à-dire une augmentation, une hausse généralisée des prix, cela est dû à une surchauffe monétaire, c'est-à-dire que le gouvernement injecte dans le circuit économique un peu plus d'argent qu'il n'aurait dû le faire ou pu le faire. Ça crée un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un excès, c'est la loi de l'offre et la demande, il y a un excès d'argent sur le marché et ça chauffe. Quand ça chauffe, il y a plus de francs congolais que de dollars, eh bien le franc congolais se déprécie, le dollar s'apprécie. Mais la banque centrale dit avoir retiré les francs congolais sur le marché. Comment cette opération se fait? Oui, il y a... en train d'expliquer là. Tout à fait. Ils ont injecté, d'après ce que j'ai cru comprendre de ce qu'a dit le directeur général de la Banque centrale, M. Jean-Luc Kayemé, que je salue parce que c'était mon enseignant à l'université. Ils ont injecté à peu près 25 millions de dollars pour essayer d'équilibrer un tant soit peu le taux de change. Ce n'est pas, c'est dans les règles, dans la pratique de la Banque centrale, c'est son rôle. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une surchauffe, l'autorité monétaire intervient en injectant les dollars, donc pour créer un mouvement inverse sur ce qui a été fait. Mais je pense que cette opération, normalement, doit se faire assez régulièrement. Ça n'a pas été fait. Probablement pour raison de pénurie des devises étrangères au niveau de la Banque centrale. Et donc, on l'a fait. Le franc congolais s'est apprécié au cours du week-end passé. Quand sera-t-il lorsqu'on va payer les fonctionnaires de l'État? Donc, est-ce que la Banque centrale aura les moyens financiers en termes de devises pour résorber cette surchauffe? La question reste posée. Mais il faut plutôt regarder dans le sens d'améliorer la productivité, la production locale. Parce qu'il n'y a que par ce moyen que l'on peut faire face à ce genre de crise. Parce que tant qu'on ne produit pas... Il y a même une question par rapport à ça. Hein. Vous allez un peu trop vite en besogne. Il y a une question par rapport à la production nationale. Mais continuez quand même, je ne vais pas... Tant qu'on ne produira pas, on n'aura pas de devises. Tant qu'on n'aura pas de devises, on ne pourra pas faire face à des surchauffes dues à l'excès d'injection de signes monétaires francs congolais sur le marché. Donc la question revient, lancinante, à la politique économique structurelle. Parce que la politique structurelle crée des industries. Parce que dans la politique structurelle, il y a la politique industrielle. Il y a la politique sociale. Il y a la réforme des institutions. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas assez, on ne va pas assez dans ce sens-là, pour nous permettre de nous doter, nous Congolais, nous gouvernement, nous économie congolaise, des moyens qui nous permettent d'aller vers l'émergence. On fait des croissances économiques conjoncturelles, c'est-à-dire on vous dit 3%, 4%
de croissance économique. C'est bien, mais ça crée quoi en réalité? Cette richesse qui est créée va où? Est-ce qu'elle est affectée intelligemment? Est-ce qu'elle va dans le sens de créer de façon systémique? Parce qu'il ne faut pas simplement investir pour vivre. Nous avons une économie de survie. Même notre budget, c'est quoi? C'est 75% des salaires. On paie les agents d'État, on paie les trains de vie des ministres, des députés, des sénateurs, et puis on s'arrête là. En réalité, on ne fait rien, on tourne en rond. Économiquement, notre pays n'est pas viable. Et nous ne mettons pas en place des politiques incitatives pour attirer les capitaux vers nous, parce que quand les capitaux viennent, ils observent le cadre macroéconomique, comment ils se comportent, quel est le niveau du chômage, quelles sont les expertises locales que l'on peut recruter ici sur place, quel est le taux de change, quel est le taux d'inflation. Lorsqu'on observe le cadre macroéconomique congolais, ça n'incite pas à investir. Donc il faudrait que, encore une fois, comme je l'ai dit, que le gouvernement, que le président de la République, parce que finalement c'est lui qui régente, qui gère le pays, qui est à la base de tout. Mais malgré tout ça, les taux d'échange sont toujours flottants, hein, malgré qu'on a retiré les francs congolais sur le marché. Mais la Banque centrale. Certains observateurs même remettent en question la gestion de Deogracias Mutombo. Enfin, je ne sais pas. La Banque centrale elle-même a fixé un taux de change à 1970 francs congolais. Oui. Cela veut tout dire. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a des anticipations. Je disais tout à l'heure que le prix Nobel d'économie Milton Friedman disait que toute inflation est d'origine monétaire. En réalité, on détient l'argent pour trois motifs. Motif de spéculation, motif de transaction, c'est-à-dire que spéculation, on spécule. Précaution, on garde l'argent parce qu'on ne sait jamais. Mais qu'est-ce qui peut déstabiliser alors? C'est la spéculation. Ça veut dire que les opérateurs économiques, le circuit économique normal est composé de trois acteurs. Il y a l'État, il y a les entreprises, il y a les ménages. Donc, monsieur lambda. Maintenant, toutes ces personnes-là spéculent. Même vous-même, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez d'abord que le dollar augmente un peu pour que vous changiez. Quand le dollar stagne, vous retenez vos dollars. Aujourd'hui, c'est à 17, les dimanches, c'était à 14, 15, et aujourd'hui, c'est à 17. Tout ça, c'est de la spéculation. C'est-à-dire, les cambistes, chaque les entreprises, à son tour. Tout le monde spécule. Même vous et moi, nous spéculons parce que nous sommes aussi agents économiques. Parce que si j'ai 100 $, je vais à un endroit, on me dit 17. Je dis non, c'est 18. Et je spécule. Et lui vous dit non, mais là, il vous donne à 17,50. Tout ça, c'est la spéculation. Ça fait quoi? Ça crée de la surenchère au niveau de l'économie. Simplement parce que le gouvernement est démissionnaire dans cette matière-là. Le gouvernement n'intervient pas, ne sait pas donner les moyens financiers et politiques d'intervenir convenablement pour réguler les choses. Au point qu'aujourd'hui, le marché est abandonné à lui-même. Le marché se régule tout seul. Et c'est très grave. Donc l'autorité monétaire, la Banque centrale, n'a pas suffisamment de moyens pour intervenir. Et ça fait que maintenant, tout le monde régule, tout le monde est régulateur. Mais sa passivité aussi a décaissé beaucoup d'argent pendant le programme de 100 jours du chef de l'État aussi, il pose problème. Hein. Bon, moi je pense que... le programme de 100 jours. Le programme de 100 jours est une chose. Mais le désordre, si vous me permettez le terme, économique est une autre chose. Tout cela participe finalement de la même chose. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, le gouvernement ne fait pas preuve de cohérence dans sa façon de gérer l'économie de ce pays. Et quand on ne fait pas preuve de cohérence, écoutez, on a ce genre de situation qui arrive. Il faut de la cohérence dans l'action du gouvernement, notamment dans un secteur aussi sensible que l'économie. Parce que l'économie, c'est les chiffres. C'est pas du blabla, c'est pas des discours. L'économie, c'est des chiffres. C'est-à-dire, vous voulez intervenir au niveau des marchés, vous devez avoir des moyens. Vous voulez avoir des devises, vous devez exporter, vous devez vendre. Vous devez vendre, vous devez produire. Si vous ne produisez pas, vous n'avez rien. Si vous n'avez rien, le marché va vous gérer. Ce sont les Libanais, ce sont les Indiens qui vont vous gérer. C'est pourquoi on dit que notre économie est tenue par les étrangers. Hein. Absolument. Pas de Congolais parce qu'on ne produit rien. Donc absolument. Alors, Madame la ministre de l'économie est pointée du doigt. Tout le monde l'accuse. Hein. On dit d'elle qu'elle n'est pas à la hauteur. Tout ce qui se passe, c'est à cause d'elle, elle ne sait pas gérer tout ça. Votre commentaire là-dessus, en tant qu'économiste? Je pense que Madame la ministre de l'économie fait partie d'un gouvernement. Et il appartient au gouvernement de définir les politiques que Madame la ministre de l'économie doit suivre et appliquer. Est-ce que ce gouvernement a pris des politiques? Parce qu'il y a eu baisse du taux d'échange, mais les produits
le prix de produits de première nécessité. Oui, mais garde le même prix. Madame la ministre n'importe pas. La personne qui importe a ses coûts, ses coûts fixes. L'importation, ben, il a des charges, les charges du personnel, il a l'impôt à payer, et puis sa marge bénéficiaire. Mais lorsque ce monsieur vous dit, écoutez, je ne sais pas baisser, parce que si je baisse, j'ai fait des pertes, qu'est-ce que la ministre peut faire? Encore une fois, je ne dis pas qu'elle est compétente ou incompétente. Moi, je dis que c'est l'action du gouvernement. Parce que le gouvernement doit faire preuve de cohérence. Pas seulement un ministre sectoriel d'économie, de finances, de l'industrie, non. Il faut d'abord que le gouvernement se dote d'abord dans son ensemble des moyens, des moyens politiques. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement qu'on dise tel ministre a failli, mais la ministre devait faire quoi dans le contexte actuel? La ministre dispose de quels moyens d'action? Quelle est sa marge de manœuvre? Aujourd'hui, le gouvernement est otage des opérateurs économiques dans ce pays. Ce sont les opérateurs économiques dans ce pays qui dictent les règles à suivre. Et qu'est-ce qu'une ministre va faire? Maintenant, si j'analyse maintenant la façon dont la ministre, les décisions qui ont été prises, ce n'est pas assez, c'est insuffisant. On ne peut pas être ministre de l'économie et ne pas suffisamment faire pour mettre les choses dans l'ordre. Donc, encore une fois, je dis, c'est vrai qu'elle aurait pu aller plus loin, mais quels sont les moyens dont elle dispose pour aller loin en tant que ministre? Moi, je pose le problème en tant que gouvernement, c'est-à-dire qu'est-ce que le gouvernement fait, devrait faire, ou ne fait pas assez. Parce que pour ma part, j'estime que le gouvernement ne fait pas assez et ne va pas aussi loin qu'il devait aller pour que le Congolais sente un mieux-être. Encore une fois, c'est un problème d'homme. Bien, nous allons parler de la production nationale, vous avez évoqué tout à l'heure. Monsieur Tati Sungani, plusieurs économistes encouragent la production nationale pour arriver à stabiliser l'économie. Devrait-on avoir un ministère chargé de la production nationale? Sinon, quelle structure est chargée de la production nationale? On a un ministère de plan. Vous savez, ce ministère, dans les pays du monde, c'est un ministère stratégique pour un pays qui veut se développer. Je vous rappelle que la France, par exemple, s'était dotée d'un haut commissariat général au plan, à l'époque du général de Gaulle, qui avait reçu mandat du gouvernement, du président de la République et des institutions, de faire en sorte, parce que c'était une économie qui sortait de la guerre, de faire en sorte que cette économie qui était désastreuse à l'époque devienne performante et puissante. Mais on n'a qu'à suivre. On n'invente pas la roue. Qu'est-ce qui a été fait? Comment ça a été fait? On a les politiques existent. Moi, je n'ai inventé aucune politique économique. J'étais à l'université, j'ai étudié cela. Mais qu'on les applique, mais qu'on les fasse appliquer par des personnes outillées intellectuellement ayant l'expertise adéquate pour cela. Mais si on demande à quelqu'un de faire l'économie ou de faire les finances, alors qu'il n'a pas étudié cela, alors qu'il n'a pas... Moi, ça fait 20 ans que je fais l'économie et les finances, partout où j'ai travaillé. Maintenant, vous demandez à quelqu'un qui ne l'a pas fait de le faire. Il ne va pas bien le faire. Et après, on est toujours là pour critiquer. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de créer. L'État congolais peut commencer à garantir, créer un fonds d'investissement qui garantit les prêts à des nationaux. Mais il y a des gens qui ont des initiatives formidables, mais ils n'ont pas accès au crédit. Oui, c'est ça le problème. Moi, je vois des personnes qui se débrouillent. Vous allez au FPI, là, c'est compliqué. Hein? Ils n'ont pas accès au crédit, madame. Il y a des gens, moi je sillonne le pays, j'ai sillonné le pays, j'ai vu des gens se débrouiller pour créer des petites industries de transformation de l'ananas en jus. Mais ils ne sont pas soutenus par l'État. Et pourtant, l'État a des moyens, mais les donne à qui? À des étrangers. Et les étrangers s'enrichissent. Quand ils s'enrichissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent nos devises à l'étranger et nous manquons d'argent pour faire face. Et pourtant, à l'époque de Mobutu, il y avait quand même des industries. Hein. Tout un quartier là limité, industriel, il y avait des usines, tout ça. Même à Kisangani, il y avait Renault Zahir, Sotexki, ici, Utex Africa. Tout. Madame, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc chez nous, politique pour le moment en tout cas, tu es par terre. La politique structurelle, c'est une politique sur 10 ans où on va... Cette politique transforme en profondeur l'économie. Nous n'avons pas de politique structurelle. Quelles sont les politiques économiques que nous appliquons? Ce sont des politiques conjoncturelles. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est au coup par coup. Et il faut que le pays se dote de ce plan, et le ministère de plan doit devenir un ministère stratégique pour l'action future de l'État. Mais
je n'ai pas l'impression que le ministère du Plan est placé aujourd'hui au centre des débats. Malheureusement, on fait plus attention à d'autres ministères. Dernière question, en tant qu'économiste, quelle solution proposez-vous pour la relance économique du pays? Nous devons d'abord régler le problème politiquement, malheureusement. C'est-à-dire stabiliser les institutions, que les institutions se calment. Et en ce moment-là, les gens qui sont habilités à le faire vont gouverner. Parce qu'on ne peut pas gouverner quand il y a la surchauffe politique. Une fois que la politique sera stabilisée et que maintenant le gouvernement prenne des mesures, parce que le gouvernement doit gouverner. Mais j'ai l'impression que le gouvernement ne gouverne pas assez. C'est-à-dire gouverne, donne l'impression de gouverner, mais dans la matière économique ne gouverne pas assez. C'est-à-dire que le gouvernement doit gouverner. Et si le président de la République a le sentiment que le gouvernement ne gouverne mal ou ne gouverne pas assez, il doit prendre les mesures de changement des personnes. Parce que les politiques existent. Que la population congolaise n'attend rien dans 5 ans. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Je pense qu'il y a déjà des bonnes choses qui sont faites depuis une année ou deux. Mais comme je l'ai dit, ça ne va pas assez loin. C'est assez, on tâtonne. On doit taper du poing sur la table pour que les choses avancent, mais sinon je n'ai pas vraiment spécialement l'impression que les choses avancent. Merci beaucoup, Monsieur Tati Tsungani d'être venu. Je vous remercie. Et prochainement, je crois que vous allez revenir. Hein, je vais vous recevoir en tant que politique, parce que vous êtes un homme politique aussi. Vous êtes de l'UNC, hein, je ne sais pas si vous avez changé de fusil d'épaule, vous êtes toujours là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je reste membre de l'UNC, bien que je m'étais un petit peu éloigné de la politique pour des raisons, parce que j'ai travaillé pour un privé et on m'a fait signer un contrat sans lequel je ne devais pas faire là. Donc je suis resté membre non actif, mais... Donc là, vous êtes au retour. Hein. Je suis de retour. Je suis de retour d'abord pour la RDC, pour mon pays. Et le restant, on verra. Bon, on va en parler prochainement. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Tati Tsungani, économiste, en tout cas expert en la matière. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.